Nous allons parler de la maladie et de ses conséquences sur le psychologique. Et nous allons ensuite, lors d'une méditation guidée, aborder le cerveau et l'esprit. C'est de manière volontaire que je ne parle pas des conséquences psychologiques sur le physique. Pour la simple raison que bien que moi-même ai entendu ces propos qui tendent à devenir la seule réponse à tous nos maux, je n'en suis pas convaincu. Certes, le stress, les peurs, les angoisses ont forcément une incidence puisqu'elles agissent sur la tension, le rythme cardiaque et la digestion. Cependant, il y aura autant de report de ces émotions sur certains organes qu'il y aura d'humains, et pour cause. Les anciens, les alchimistes, les médecins traditionnels chinois, les Amérindiens et d'autres peuplades étaient convaincus que si un organe était en faiblesse, tous les maux se porteraient sur lui. Ce qui revient à dire clairement que votre maladie n'est pas psychologique. Si le psychique intervient, il se reporte sur votre ou vos organes qui sont le plus en faiblesse. Ce qui est très différent du discours inverse que l'on entend très souvent. L'aspect psychologique ou nerveux ne crée pas la maladie. Il est le vecteur qui pointe sur l'organe, le membre ou autre partie du corps malade. Bien souvent, le malade entend « Vous êtes stressé, vous êtes angoissé ». Le cerveau du patient entend et comprend « Vous êtes malade dans votre tête ». Et dans un sens, il n'est pas si loin d'avoir très bien compris ce qu'on lui dit. Car dans la foulée, on lui prescrit des anxiolytiques et autres drogues, censées agir en antidouleur, puisqu'agissant sur ce qui serait supposé être la cause initiale, c'est-à-dire l'état mental. Anxiolytiques et drogues, qui dans le cas de maladies orphelines non suspectées, pourraient le conduire à l'aggravation de son état, voire à la mort. Il devient donc évident que vous n'inventez pas votre souffrance, qu'elle n'est pas le fruit de votre imagination, et encore moins, comme le veulent les idées reçues, une manière d'exister aux yeux des autres, ni un trouble psychologique matérialisé par une douleur. Si vous avez mal, c'est que vous êtes malade. Et cela ne peut pas être dû au stress, quand bien même on vous classe dans ce domaine. Si vous vous plaignez de souffrir, même si vous essayez de ne pas le faire voir, c'est dû à votre inconscient, qui par votre bouche ou vos gémissements exprime le besoin d'être entendu et donc soigné. Par exemple, qui n'a jamais entendu un jour l'expression « se faire de la bile »,« se retourner l'estomac »,« se mettre la rate au courbouillon »,« se nouer les intestins »,« en avoir plein le dos », et autres expressions qui sont l'extériorisation des angoisses et autres stress. Mais si l'on y prête bien attention, il est rare que ces manifestations se cumulent chez une seule et même personne. En général, elles se manifestent toujours au même endroit chez la même personne. Ce qui démontre bien que l'endroit évoqué dans ces phrases d'apparence bénigne présente une défaillance. Votre inconscient vous parle. Au fond de vous, vous savez qu'entre le discours médical et ce que vous ressentez, plus ce que vous dit votre inconscient, il y a un écart. Et vous l'exprimez, mais vous n'êtes pas entendu. Et cela vous met très en colère. Cette colère s'accumule. Elle vous ronge et se manifeste par le fameux stress
qu'au final on vous reproche. Retenez bien que ce n'est pas parce que la science ou la recherche ne savent pas de quoi vous souffrez que vous êtes psychiquement malade. Et quand bien même vous le seriez, il en résulte que ces souffrances psychiques finissent par altérer et par nuire à l'organe à force de se reporter dessus. Et inversement, que le fait que l'on ne vous comprenne pas, que l'on ne comprenne pas l'origine de votre douleur physique, de votre mal, par manque de recherche ou par manque de savoir, le fait de vous sentir incompris et mis en doute agit sur votre mental et votre qualité de vie, ainsi que sur votre capacité de contrôle, et cela s'en ressent. Nous sommes dans un modèle sociétal, mathématique et scientifique, dans lequel on ne traite que la partie affectée, et l'on catalogue et classe les maladies par rapport à une seule cause. Cela revient à classer les humains par tranches. Mais l'humain est un univers en lui-même. Chaque humain est différent. Son réceptacle n'est qu'une partie visible physique. Il possède l'infini en son cerveau. On ne peut réduire, et cela serait indécent, toute l'humanité à un seul cas de figure connu de la science. Car en faisant cela, on occulte l'inconscient, le subconscient, l'émotionnel et l'esprit qui anime chaque humain. Un seul esprit anime un humain. Il n'y a pas un esprit commun aux humains. Il n'y a pas un corps commun. Vous êtes malade. Oui, vous l'êtes. Quelle qu'en soit la raison. Et votre amélioration ne peut passer que par cette acceptation. La maladie vous a agressé. Elle s'est saisie de votre corps et vous n'avez rien pu faire contre. C'est comme un viol impuni, une infraction du moi. Il est légitime que vous en soyez malheureux, et légitime que vous exigiez la reconnaissance de cette infraction, que vous soyez reconnu. Et c'est précisément ce que je fais ici. Je sais ce que vous souffrez. Le plus grand souci actuel est le sentiment de rejet. Vous êtes malade, vous êtes rejeté. Mais ce n'est pas tout à fait le cas, c'est pire. Parce qu'en fait, vous êtes culpabilisé d'être malade. Nous sommes dans une société où la perfection fait foi. Hélas, le malade n'a pas vraiment sa place. On vous culpabilise d'une maladie que finalement nul ne sait gérer ou dont on ignore encore l'existence parce qu'on ne l'a pas nommée, entraînant en plus chez vous de la souffrance morale, des complications financières, relationnelles et personnelles. Et bien souvent au bout, la solitude, l'isolement. Vous êtes culpabilisé, car vous portez l'incapacité des autres à trouver de quel mal vous souffrez et à vous soigner, et tout au moins à vous comprendre. Il est certain et prévisible que votre état psychologique finira par céder, amplifiant ainsi vos symptômes et vous isolant dans votre douleur. Les autres ne sont pas mauvais. C'est l'ignorance qui les pousse à agir ainsi. Leur réaction agressive n'est due qu'à l'ignorance. Alors qu'en réalité ils sont en colère envers eux-mêmes de leur échec, soit à trouver votre mal,
pour le monde médical, soit à vous comprendre ou à pouvoir rentrer dans votre douleur pour ceux qui vous aiment et vous entourent, ils rejettent la faute sur vous. Ils vous accusent de ce mal et indirectement de leur pourrir la vie. C'est ici que vous ne devez plus vous soucier de la compréhension ou non des autres, mais de vous-même et de votre propre compréhension du problème qui vous affecte, afin de l'apaiser et de l'empêcher d'évoluer, de ne pas l'alimenter de votre sentiment. C'est ici que vous devez grandir de cette maladie, en entretenant l'amour sous toutes ses formes pour en recevoir. Pour cela, nous allons travailler sur le cerveau, car ce n'est que par ce dernier que transitent ces états. C'est aussi en travaillant dessus que nous supportons mieux certaines situations ou que nous réparons nos organes. Naturellement, le cerveau analyse et répare. Il interprète une information et la traite de manière mécanique. Par exemple, lorsqu'il est incapable de soigner l'organe malade, il envoie une information d'arrêt du cœur. De même que pour des douleurs insupportables de stades terminaux de certaines maladies. Contre cela, je vous le dis maintenant, vous ne pourrez que agir sur l'atténuation des douleurs. Mais avant d'atteindre ce stade, vous pouvez agir sur la manière dont votre cerveau va traiter l'information, en travaillant votre inconscient, appelé aussi non-conscient, et votre subconscient, afin d'ordonner par l'esprit à votre cerveau qu'il ralentisse, stoppe et répare le problème. Si vous le conditionnez pour cela, il atténuera vos douleurs. Et la transmission de cette douleur, qui sont captées par les neurones, vous pouvez mentalement bloquer cela, afin que cette douleur soit supportable. La dualité du cerveau est une énigme qui n'est toujours pas résolue par les sciences. Nous avons une partie consciente qui stocke les informations, le réel, le conscient, le savoir, la connaissance, l'instruction, les informations diverses quotidiennes. Et l'autre partie, qui est le rêve ou l'imaginaire. La plus grande partie d'ailleurs, celle que nous avons le moins exploitée et développée. Or, le cerveau ne sait faire la différence entre les deux. Il ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Un cerveau ne perçoit pas la raison d'un problème. En général, les médecins traitent le problème, mais rarement la raison. Pour cela, il faut accéder à l'intuition, en allant profondément dans le cerveau. Ce qui signifie dans une profonde méditation. Ce n'est que là que vous pourrez travailler votre subconscient, afin de recevoir dans votre conscient les rêves et imaginaires positifs, pour que votre cerveau se mette à traiter les informations négatives de manière positive. Vous ne pouvez recevoir la suggestion mentale que si vous acceptez de la recevoir et qu'il s'agit de votre volonté. Mais votre inconscient, lui, il enregistre les messages subliminaux, le mentalisme qu'on vous sert dans l'actualité, par exemple, et toute l'agressivité ambiante qui existe dans la société dans laquelle nous évoluons.
Je n'ai pas pour objectif de vous laver le cerveau, bien au contraire, mais plutôt de vous accompagner et de vous aider à travailler votre bien-être en vous laissant conscient que c'est vous et vous seul qui pouvez réparer vous-même et améliorer les performances qui amèneront de meilleures performances physiques. Et à force de travail, vous arriverez à l'état hypnagogique, qui est la frontière entre le conscient et le non-conscient, vous permettant d'accéder à vos ressources intérieures pour surmonter une douleur ou un problème. Car nous parlons ici maladie, mais il en est de même pour les problèmes quotidiens et tous les blocages auxquels vous vous heurtez. L'état hypnagogique est un flottement entre le sommeil et l'éveil. Vous avez tous entendu parler de la paralysie du sommeil. Certains d'entre vous l'ont vécu eux-mêmes. Cet état fait très peur. Nombreux seront ceux qui vous diront qu'il s'agit d'attaques de sorcellerie, de démons et autres entités qui flottent. En réalité, il s'agit d'une hallucination générée par votre cerveau quand vous êtes dans cet état appelé hypnagogique, entre la veille et le sommeil. Cet état induit des hallucinations auditives, visuelles ou des sensations physiques. C'est aussi ces mêmes sensations que ressentent les personnes qui tentent la décorporation ou les voyages astraux. Une fois cette phase passée, tout redevient normal. La difficulté à passer cette phase réside dans le fait que soit la peur réveille votre conscient et vous sortez de l'état méditatif, soit vous vous endormez et vous ne pouvez plus finir votre décorporation consciemment. Je dis bien consciemment, car inconsciemment, vous le faites en dormant. Et ce qui vous semble être des rêves réels que vous auriez vécus, vous avez l'impression d'avoir vécu, vous dites, bon sang, je viens de vivre un rêve, on dirait que j'étais dedans, je sentais même les sensations. Eh bien, ils le sont en réalité. Ce sont ces fameux voyages. À ne pas confondre avec les rêves lucides. Les rêves lucides sont ceux que vous maîtrisez par la méditation profonde, où vous transcendez et allez au-delà de l'état hypnagogique en restant semi-conscient. Vous êtes conscient de rêver et vous vous voyez rêver. Et quand vous atteignez cet état, eh bien vous êtes dans la décorporation ou le voyage astral. Votre cerveau exécute des tâches mécaniques rationnelles. La matière est transformée par l'esprit. L'esprit, comme je vous l'ai dit, qu'on ne peut vraiment identifier, mais qui est ce qui vous anime, ce qui vous permet de vivre et d'être, d'exister. L'esprit transforme le cerveau. Bien sûr, il n'y a pas que l'esprit. Le corps humain, il est composé de beaucoup d'autres choses. Il n'est pas qu'un esprit, mais l'esprit a sa grande importance. Et il transforme votre cerveau. Et ce dernier agit en retour sur l'esprit. Votre cerveau comporte 100 milliards de neurones, 5000 milliards de cellules qui l'approvisionnent en énergie électromagnétique, 10 000 de transmissions, d'interconnexions avec des synapses. Enfin, je ne vais pas faire tout le point ici, mais tout cela fait de votre cerveau une machine unique. À ce stade, vous êtes au même niveau que les galaxies de l'univers. Vous avez dans votre cerveau autant de neurones, de connexions, qu'il pourrait y avoir de galaxies dans l'univers. Ce qui me renvoie au principe hermétique du tout. Ce fameux principe, les 7 lois hermétiques, qui sont assez difficiles à comprendre. L'univers est mental et tout ce qui est dans l'univers est mental. Et finalement, nous, eh bien, que sommes-nous? Nous sommes mentaux. Et si notre cerveau s'apparente à l'univers, alors oui, nous faisons partie de ce tout.
il est vrai que nous avons l'univers en nous, mais nous nous connectons à quelque chose qui est bien supérieur. Nul ne sait comment le cerveau transforme l'énergie en électricité. C'est pour cela que parfois je me heurte au discours rationnel. Pour revenir à la maladie, par exemple, c'est psychique. C'est psychique à quel niveau et jusqu'où? Parce que on connaît une partie, mais on n'en connaît pas tout, et on ne sait toujours pas expliquer certaines choses. Alors comment peut-on affirmer? Puisque nul ne sait comment le cerveau transforme l'énergie en électricité, mais on sait au moins qu'il est la plus prodigieuse mécanique inconnue, universelle. Vous êtes un être prodigieux universel, magique, et vous possédez cette prodigieuse mécanique en vous. Vous êtes animé de l'esprit, et il vous permet de perfectionner cette mécanique, comme si on vous avait doté d'un ordinateur, et c'est à vous d'en alimenter les mémoires et tout ce que vous pourrez y mettre, et d'augmenter sa capacité à fonctionner. Voyagez dans votre propre cerveau et voyez l'univers des galaxies. Chaque neurone possède 7000 systèmes de réception d'informations, tout comme l'univers possède des milliers de galaxies. Cet univers que vous explorez en vous est votre univers, et il est relié à un univers qui est commun à tous. Et vous n'êtes pas dans l'imaginaire, c'est bien votre cerveau, il est bien réel. Il contient autant de possibilités qu'il peut être infini en toutes ses capacités. Il est un outil du mental, mais le mental n'est pas emprisonné dans le cerveau. Il ne travaille pas indépendamment de vous. C'est vous qui l'enrichissez. Il est vous. Tout ce qu'il enregistre, vous le lui apprenez. Ce que votre cerveau sait, vous le lui avez enseigné. Il apprend de vous-même. Si vous lui donnez des informations positives, en travaillant votre inconscient, il fonctionnera de manière positive dans votre conscient. Et inversement, si vous laissez la maladie ou vos problèmes agir sur votre inconscient, vos blocages, votre conscience sera déprimée et chargée de négatif. Il en est de même avec les influences extérieures. Si vous laissez entrer toutes les informations négatives auxquelles vous êtes exposés involontairement par la société, la presse, l'ambiance générale, la négativité des autres, votre inconscient générera des angoisses, des peurs que vous ne vous expliquerez pas, mais elles influenceront négativement votre conscient, et donc votre attitude générale. De plus, retenez que lorsque vous apprenez quelque chose à votre cerveau, vous retardez son vieillissement et vous évitez certaines maladies telles Alzheimer. Travaillez votre cerveau. Vos pensées sont issues du mental. En entraînant mentalement votre cerveau, vous remontez à la conscience d'activités mentales, qui elles ne sont pas tout à fait conscientes. Et cela permet de les ramener vers le conscient, afin de les travailler, les remodeler et les retravailler. D'où la nécessité de s'obliger à avoir des attitudes positives, s'obliger à entraîner sa mémoire. Le subconscient est le lien entre le conscient et l'inconscient. L'émotion est une extériorisation du ressenti de la sensibilité. Autrement dit, vous êtes conscient du ressenti. Ce n'est pas de l'inconscient. Le ressenti fait partie du conscient.
mais il ne peut être raisonné. C'est là que la pensée positive seule est un leurre, quand on ne tient pas compte de l'inconscient. Ce n'est donc pas sur la pensée positive qu'il faut travailler, ce qui serait une erreur puisqu'on occulterait l'inconscient, le non-conscient, que l'on ne confond pas avec le subconscient qui, lui, est la substance de transformation entre l'inconscient et le conscient. La pensée positive seule relève du conscient et ne réussira pas à duper votre inconscient puisque le processus se fait en sens inverse. C'est votre inconscient qui, transformé par votre subconscient, devient votre perception consciente et non pas le contraire. Vous ne pourrez pas, par juste une pensée consciente, travailler votre subconscient. Il faut donc ne pas travailler sur la pensée positive seule, ni sur le subconscient, mais plutôt sur l'inconscient et sa transformation par le subconscient pour arriver à une pensée consciente, positive. Comment l'esprit transforme le cerveau, me direz-vous? Eh bien, en l'entraînant, en le stimulant positivement. Si vous êtes stressé, dans la peur, la douleur, vous aurez du mal à transformer. Adoptez une attitude mentale positive et non une pensée positive. Faites bien la différence. Travaillez l'attitude mentale. Elle passe aussi par vos attitudes de comportement au quotidien, envers les autres, envers vous-même. Travaillez aussi votre manière de penser. Entraînez-vous à une imagination positive. Autrement dit, pour avoir le ressenti profond et en être convaincu, afin de l'amener sur l'extérieur, on doit d'abord le travailler de l'intérieur. L'attitude mentale négative ressasse toujours la même chose. Et elle entraîne l'attitude mentale négative et l'entretient dans ce cercle. Vous tournez en boucle. Chaque personne a environ 70 000 pensées par jour, mais 90% sont semblables à celles du jour d'avant et 70% sont en général négatives. La pensée positive dont on parle beaucoup actuellement, et que je suppose que si vous êtes en train de regarder ma vidéo, c'est que vous vous y êtes intéressé avant, n'est pas l'attitude mentale positive. Elle n'est pas ce dont je parle ici. Et il est nécessaire de faire la différence, car il ne vous suffit pas de penser consciemment de manière positive. C'est de votre non-conscient que la pensée positive doit partir, pour arriver positivement dans votre conscient. Prenons un exemple concret. Vous vous répétez des phrases clés. Je suis beau, je suis belle. Puis vous passez devant un miroir et vous vous dites « Oh là là, ce que j'ai grossi ». Puis vous vous approchez un peu du miroir et vous vous dites « Oula, c'est quoi ce cheveu blanc, c'est quoi cette patte d'oie, j'ai vieilli ». Alors quand même, parce que vous êtes décidé à penser positivement, vous chassez ces images négatives, car on vous a conseillé de penser positif. Et puis vous le voulez vous-même. Et vous réitérez, non, non, je ne regarde pas ce miroir, je suis beau, je suis belle, je n'en doute pas. Mais en réalité, votre inconscient a bien enregistré que vous vous trouvez des défauts. Gros, vieux, moche. Et c'est ce qu'il va transmettre à votre subconscient, qui le rendra par la transformation pensée consciente. Votre conscient, lui, il va accepter votre phrase positive. Mais il n'en sera pas convaincu du tout, puisque votre inconscient vous dira le contraire.
C'est ici que vous allez comprendre également que vous ne dormez pas que la nuit et que par conséquent votre inconscient agit toute la journée car votre cerveau se met en pause et vous pouvez traverser des phases d'état hypnagogique dans la journée. Sans vous en rendre compte, elles sont tellement courtes qu'elles sont imperceptibles. Et alors que vous croyez être en train de développer du positif, vous avez cet inconscient négatif qui travaille toujours en arrière-plan. Cependant, pour en revenir à la pensée positive, unique, seule, isolée dans le conscient, elle a son utilité, dans ce sens qu'elle améliore la perception de soi-même. Elle est optimiste, ce qui entraîne la manifestation du désir d'améliorer son quotidien, d'atteindre une spiritualité plus élevée, une capacité cognitive de meilleure qualité, et donc de travailler son attitude mentale. Pour interagir sur l'esprit, on va puiser dans le cortex préfrontal, appelé plus communément le troisième œil. Cette région est la plus grande partie mystérieuse du cerveau, car c'est ici que se trouve l'intuition. Quand vous prenez le mot intuition en latin, intuito, in, du dedans, tui, qui jaillit vers l'extérieur, to, l'extérieur. Donc de l'intérieur, jaillissant vers l'extérieur. C'est assez intéressant. Car en fait, ce qui veut dire que ce que vous avez à l'intérieur rejaillit aussi sur l'extérieur, mais c'est de là que viennent vos perceptions de vous-même, en fait, du fond de vous. C'est dans cette région aussi mystérieuse qu'est la capacité de voir d'autres plans d'existence. Et c'est là que sont toutes les fonctions inconnues qui amènent le raisonnement. Le raisonnement, en réalité, n'est pas négatif par rapport à l'intuition. Il découle de l'émotionnel. Et il n'est pas le rationnel. Souvent, les deux mots sont confondus. Raisonner et rationaliser ne veut pas dire la même chose. Il est souvent oublié car considéré comme un frein à la spiritualité. Mais il n'en est rien. Le raisonnement est toujours accompagné de l'émotion. Si vous raisonnez positivement, vous amenez un ressenti émotionnel positif et donc un mieux-être. Souvenez-vous, le subconscient est le lien de transformation, inconscient vers conscient. Mais c'est aussi un des principes hermétiques dont je parlais plus haut, qui est le principe vibratoire. Plus vous vibrez haut, et moins vous pouvez être atteint par ce qui est plus bas, tel que la douleur, le stress, le déséquilibre émotionnel, les personnes toxiques, les jugements qui vous blessent. Faites appel à votre intuition. Vous savez, cette petite phrase, cette petite chose, cette petite certitude inexplicable qui pourtant vous guide depuis toujours. Certitude inexplicable. Vous avez cette certitude, mais vous ne savez jamais trouver les mots pour dire comment vous le savez. Quand on vous dit « mais comment tu sais ?» vous ne savez pas le dire. Parce que c'est une certitude inexplicable, c'est l'intuition. Elle jaillit de vous vers l'extérieur. C'est par cet entraînement que vous arriverez à atteindre un état de conscience de sommeil sans vous endormir. Vous allez installer dans votre vie le calme, la détente et le repos. Vous vous accorderez plus de temps de repos. Rendez-vous compte que vous ne le faites pas. Et progressivement, vous y accéderez plus rapidement. Vous parviendrez à dépasser la frontière entre le conscient et l'inconscient qui vous faisait barrage et qui vous faisait plonger dans le sommeil avant de l'atteindre ou sursauter, comme j'en ai parlé aussi plus haut. Le dépassement de cette frontière est nécessaire pour accéder à vos ressources intérieures.
Lorsque vous ralentissez l'activité cérébrale, vous accédez à votre esprit. Et la part divine de l'être qui est en vous, le mystère qui permet d'exister et de se relier à l'univers, de tous commun à tous. Votre esprit commandant votre cerveau, c'est comme imaginez un ordinateur. L'écran est votre conscient. Mais pour avoir accès à quelque chose de lisible sur votre écran, il vous faut un programme, il vous faut quelque chose qui transforme, ce qui représenterait donc le subconscient. Il transforme cette espèce d'écriture qu'on connaît tous, nommée HTML et voire même d'autres écritures, incompréhensibles pour nous, de l'ordinateur, qui représente, elle, les ressources intérieures, donc l'inconscient. Admettons qu'elle soit contaminée par un virus. Chez vous, l'idée négative. Il apparaîtra sur votre écran, donc votre conscient, un écran noir ou une multitude de fenêtres qui s'ouvriront. Et vous serez perdu. Eh bien, il en est de même avec vous. Et vous pourrez éteindre et rallumer votre écran autant de fois que vous voudrez, rien n'y changera. Car il vous faudra aller bien plus loin dans votre ordinateur pour nettoyer en profondeur ce virus, donc cette idée négative. Et tout cela ne peut se faire sans votre intervention, sans que vous en ayez la volonté et l'idée, et que vous commandiez le chemin. Vous allez le désigner, vous allez agir, et commander à votre cerveau de réfléchir pour agir. C'est ici qu'intervient votre esprit. Il permet à tout de fonctionner et de faire le lien, de trouver les failles par le raisonnement et parfois par l'intuition. Pour pouvoir travailler sur ce plan, vous devrez entrer dans un état de détente de repos, proche du sommeil, mais ne pas sombrer dans le sommeil. C'est ce que nous allons essayer de faire par la méditation qui va suivre. Si vous n'êtes pas prêt pour cela, vous pouvez quitter cette méditation et je vous remercie de l'attention que vous aurez portée à mes propos.